Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'avais envie d'aborder le côté courbature de l'effort émotionnel. Autant on a l'habitude d'avoir des courbatures et de trouver ça normal d'avoir mal après avoir fait un effort et que ça soit difficile d'être constant, d'être discipliné dans la pratique sportive. C'est quelque chose, on conçoit bien en fait le cheminement, j'ai envie de dire. Et il se trouve que dans le cheminement émotionnel, ça marche aussi comme ça. Donc je vais garder pour l'instant mon image du corps et je vais prendre un parallèle après sur l'idée de l'effort émotionnel et des courbatures et de ce que ça implique. Donc on est bien d'accord que si tu as l'habitude de travailler tes bras et que tu as les bras bien musclés, bah, les choses que tu vas soulever, ça va pas être trop difficile. Ou en tout cas, tu vas moins te rendre compte de l'effort que ton corps fournit réellement parce que le muscle est entraîné et qui du coup il est puissant. Par contre, si pendant un moment tu fais plus de sport et que tu perds un peu tes muscles, bah là tu vas te rendre compte de la différence parce que ce que tu soulèves d'habitude quasiment sans effort ou en tout cas sans effort perceptible parce qu'il y a la force de l'habitude, j'ai envie de dire, bah là tout d'un coup, tu vas sentir l'effort qu'il faut faire et tu vas sentir les courbatures et tu vas trouver ça normal. Alors personne n'est ravi d'avoir des courbatures, mais personne s'inquiète. On se dit pas que ce sport est pas pour nous, que le sport c'est mauvais pour la santé, que ça sert à rien parce que ça fait plus de mal que de bien. C'est pas des choses qu'on se dit. À partir du moment où on aime faire du sport et où de toute façon c'est important pour la santé de prendre aussi soin de son corps. Alors c'est vrai que moi c'est la partie dont je m'occupe le moins, même si j'ai quand même quelques outils pour aussi travailler en passant par le corps, mais je travaille pas réellement sur la santé du corps, en tout cas pas directement. Je dis pas directement parce que je suis absolument convaincue que la santé du corps passe aussi par la tête et inversement aussi d'ailleurs, la santé de la tête peut aussi passer par le corps. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, l'idée, c'est de faire ce parallèle avec le corps où tout le monde sait que faire du sport, c'est difficile. Ça demande de l'engagement de soi à soi. Ça demande de faire de la place dans son agenda. Ça demande d'être sa priorité à un moment ou deux ou trois dans la semaine ou plus, pour ceux qui ont vraiment qui aiment et qui ont besoin de faire du sport quotidiennement. Alors ça peut être chez soi, ça peut être dans une salle, mais en tout cas ça va impliquer de l'argent. Peut-être un abonnement à une salle ou pour te sentir un peu plus engagé et que ça te donne de la motivation, ou peut-être de prendre un coach qui lui va te faire un programme et pour te faire gagner du temps et que tu fasses pas des faux mouvements et que tu puisses déployer en fait, utiliser ton gabarit, ou je sais pas, il y a des gens qui sont peut-être qui ont plus le cardio ou c'est pas trop un sujet, d'autres ça va être carrément ça à travailler, ou il y en a qui vont être super souples mais qui vont vouloir se muscler, d'autres qui vont être musclés mais qui vont être raides et qui vont vouloir travailler la souplesse, peu importe, mais en tout cas il y a des bonnes pratiques, il y a des bonnes postures, il y a des façons de se tenir ou de faire pour pas se faire mal au dos, pour pas se blesser, etc. Et pour que chaque mouvement soit le plus efficace possible. Ça demande de l'engagement, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'il faut de la motivation, faut trouver de la motivation de soi à soi, et si ça suffit pas, et si c'est trop difficile, l'idée c'est de pouvoir trouver des choses concrètes qui vont pouvoir t'aider, comme t'inscrire avec une copine ou ton conjoint ou tes enfants, ou t'inscrire dans un club où il y a des horaires, parce que du coup ça t'oblige à te dire non mais là ce cours-là, c'est à telle heure, je suis obligée d'y aller. Il y en a d'autres, ils vont au contraire se sentir hyper
hyper enfermés parce qu'il n'y a qu'un horaire, ils vont préférer aller dans une salle où ils y vont quand ils veulent. Mais il y en a, si c'est ça, ils y vont jamais. Donc l'idée pour ça, et comme pour tout le reste, c'est de bien se connaître. Si tu connais bien ta manière de fonctionner, je sais que moi, par exemple, prendre un abonnement à une salle en libre accès, quelle soit, ou aller courir, ou des choses comme ça, où j'ai pas de contraintes horaires, de me dire, ah, c'est maintenant, là, il faut que je parte parce que je vais être en retard et je vais rater mon créneau. Si je fais pas ça, en fait, j'ai cette mauvaise manie de dire du coup je ferai ça après, du coup je ferai ça après, du coup je ferai ça après, et au final je le fais jamais. Alors que s'il y a un cours, moi en tout cas ça me déclenche un truc de si il faut que j'y aille. Et au final je fais du sport 2 à 3 fois par semaine. Cette année je me suis bien motivée, je fais les 3 cours auxquels je me suis inscrite. C'est très rare qu'il y en ait un qui saute, sauf quand par exemple j'étais en formation à Nantes, là j'ai 2 cours qui sont le lundi et le mardi, ils ont sauté, mais c'est qu'il y a une vraie raison, j'ai envie de dire. Jamais j'ai eu le côté de allez, j'ai la flemme, j'y vais pas. Je me dis non, allez, j'y vais. Et ça me motive parce que je retrouve aussi des nanas que je connais à force et je suis contente de les voir, etc. etc. Donc l'idée, c'est de trouver ta manière de faire, ce qui toi va te motiver. Mais on le sait que ça demande de l'engagement, que ça demande de la discipline, que ça demande de faire de la place et de dire ce jour-là, ce soir-là, c'est moi qui ai sport, donc les autres se débrouillent pour se gérer, ou le conjoint pour gérer les enfants si tu as des enfants qui sont plus petits, etc. Ou la conjointe. J'ai tendance à parler au féminin ici parce que vous n'êtes pas nombreuses. Enfin, ceci dit, même si c'est des femmes, ça peut être une conjointe. Mais j'essaye de conjuguer ou de pas conjuguer, histoire d'inclure tout le monde. Mais bon, globalement, si je parle au féminin, je parle quand même à beaucoup de personnes ici parce que je crois que vous êtes plus de 90%. Donc, excusez-moi, messieurs, quand je conjugue au féminin. Je vous parle aussi. Bref, parenthèse refermée. Donc, tout ça pour dire que l'idée, c'est... On le sait tout ça et on sait aussi à quel point c'est difficile et à quel point parfois il faut se faire accompagner. Que ce soit pour le sport ou pour n'importe quoi, finalement, se faire accompagner à certains moments pour se lancer, ou au contraire on a réussi à se lancer mais on a du mal à tenir dans la durée. Voilà, et c'est là où ça va être hyper important que chacun se connaisse. Mais sur ce principe-là, c'est assez connu que ça fonctionne comme ça, et personne va s'inquiéter d'avoir des courbatures, et personne va se dire non mais décidément vraiment je paye pour avoir mal, et ça n'a aucun bienfait. On le sait en fait que ça a des bienfaits à plein de niveaux, que ça a des bienfaits sur la force, sur la souplesse, et des choses qui vont être assez immédiates, et des choses dont on se rend moins compte. Ça va être les bienfaits sur peut-être la longévité, sur à 60, 70, 80 ans, le fait d'avoir fait du sport. Alors peut-être pas trop, peut-être que quand on fait trop de sport, comme tous les excès, aucun excès n'est bon plutôt, peut-être que d'avoir fait trop de sport, ça abîme le corps, mais d'une manière raisonnable, ou des sports doux, ou en tout cas d'adapter son sport à son âge, peut-être que quand tu auras 80 ans, tu n'auras pas la même santé physique que quelqu'un qui n'aurait pas fait de sport. Et ça, sur le moment, quand tu as 20 balais, ou 30 ou 40, et que tu fais du sport, c'est pas ça qui va te donner de la motivation, mais pour autant, il va y avoir un vrai bénéfice super important, mais qui est vraiment à long terme. Et le travail émotionnel, ça fonctionne exactement pareil, mais ça se sait un petit peu moins. Et du coup, ça inquiète. Et je le dis assez souvent, quand on commence un travail thérapeutique, dans les premiers temps, sur le moment, ça fait du bien en général, parce que quand on va voir un thérapeute, c'est qu'en général, il y a une crise. À moins d'avoir beaucoup bossé sur toi et de plus attendre d'être en crise pour aller t'occuper de certains dossiers quand tu les vois arriver. Mais sinon, globalement, t'y vas quand t'es en crise. Donc le fait que la crise soit prise en charge d'une certaine manière, ça fait un soulagement qui va être relativement immédiat. Mais quand on continue le travail, pour continuer le parallèle avec le corps, quand t'as hyper mal au dos et que tu peux plus mettre un pied devant l'autre parce que tu t'es coincé le dos, tu vas chez un kiné ou un ostéo, il s'occupe de ton dos, les 2-3 jours qui suivent, t'as encore plus mal que si t'y étais pas allé, tout le monde le sait, c'est pareil, personne s'inquiète, et là, après ça va mieux. Mais l'idée, c'est qu'une fois que la crise est passée, on devrait continuer peut-être à aller voir son ostéo ou son kiné, peut-être même à aller voir différentes autres disciplines, peut-être, je sais pas moi, un podologue, parce qu'en fait, le fait que ton dos se bloque régulièrement, c'est parce qu'il y a un problème de posture générale du corps, parce qu'il y a une cheville ou un genou qui rentre, ou un pied plat, ou je sais pas quoi, et où en fait, il faudrait faire un travail de fond quand t'es pas en crise. Et le travail émotionnel, c'est pareil, pour éviter que la crise de dos ne revienne. L'idée, c'est que quand elle est passée,
C'est de justement quand ça va bien, de faire le travail de fond pour éviter que ça revienne ou pour comprendre les signes avant-coureurs et savoir prendre soin de soi pour ne pas que ça arrive. Et bien le travail émotionnel, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que souvent, ce qui va déclencher le rendez-vous, la prise de rendez-vous, ça va être un instant de crise, un instant de j'en peux plus. Soit quelque chose de très identifié, genre il y a eu une séparation, j'ai perdu un enfant, ou un parent, enfin j'ai perdu un proche, le boulot j'en peux plus. Voilà, ça peut être des choses très identifiées où parfois les gens arrivent avec un espèce de ras-le-bol général et il n'y a plus rien qui va et c'est compliqué et c'est la crise, enfin la problématique est un peu moins identifiée mais la souffrance n'est pas moins forte. Mais en général, on sent bien que ça va pas. Donc dans l'idée, c'est qu'on va d'abord gérer ça, travailler ça, accueillir tout ça, le traverser, etc. avec les différents outils des différents thérapeutes. Et ensuite, l'idée, ce serait de continuer le travail un peu plus en profondeur pour traverser différemment les embûches que la vie continuera de nous concocter dans sa grande générosité. Et ça, en fait, c'est aussi un travail qui demande de l'endurance et qui va provoquer des courbatures émotionnelles. Et ça, on a un peu moins l'habitude, ou j'ai l'impression en tout cas, que c'est un processus dont on est moins conscient et qui va peut-être faire se poser plus de questions que d'avoir des courbatures. On va pas s'inquiéter outre mesure. Mais quand tu as eu des courbatures, quand tu es fatigué de ton sport, etc., c'est pas si simple en fait d'y retourner alors que tu as des courbatures, alors qu'on le sait que du coup ça fait circuler les toxines et que de travailler sur des courbatures, en fait, ça les soulage, mais sur le moment ça fait tellement mal que faut avoir la motivation d'y aller et se rappeler que en fait c'est la vraie bonne décision et que ça va faire du bien et que c'est ça que le corps a besoin. Et c'est pas simple. Et le travail émotionnel, encore une fois, c'est tout pareil. Le meilleur exemple que j'ai envie de vous donner dans le travail thérapeutique, parce qu'on peut, je vais prendre un exemple concret pour que on puisse se rattacher à quelque chose, mais déployer ce principe sur différents domaines. Je vais prendre l'idée du chemin de vie que moi je regarde en astrologie. Le chemin de vie, en gros, il y a un point de départ qui, dans l'idée, on est venu pour le quitter. Donc ce point de départ, au fur et à mesure, vu qu'on est censé le quitter, si on reste dedans, et on reste dedans, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du réflexe, notre vie commence à être moins fluide, ça commence à être plus tendu, ça commence à être moins agréable. Parce qu'il y a comme un appel de la nouveauté qu'on ne comprend pas forcément consciemment et on reste dans ce qu'on connaît parce que par définition on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et donc c'est pas si simple de sortir de ce qu'on connaît et d'aller vers quoi on ne sait pas. Donc c'est pas évident. Donc plus tu vas faire un travail de prendre conscience de tes enjeux, de où t'en es, des schémas qui se répètent, des schémas que tu voudrais voir se transformer, et plus tu vas pouvoir commencer à lâcher ta manière de faire habituelle et t'ouvrir petit à petit à une nouvelle. Mais faire un travail thérapeutique des profondeurs, ça fait des courbatures émotionnelles. Pourquoi ? Parce que ça va demander un effort, mais sauf que là, ça va pas être le corps qui va travailler, ça va pas être des courbatures musculaires, c'est que ça va être même énergétique, j'ai envie de dire, et émotionnel. Ou du coup, d'aller travailler une émotion, c'est comme aller travailler un muscle, comme on la triture, ça fait un peu le même principe qu'une courbature, c'est-à-dire que il va y avoir plusieurs jours après, comme des toxines émotionnelles ou des toxines énergétiques. D'ailleurs, si tu t'es déjà fait faire un soin énergétique ou même en séance avec moi, souvent je dis aux gens, buvez de l'eau, parce qu'en fait, ça fait circuler des choses, comme quand on te dit que tu as des courbatures dans tes muscles, on te dit, bois de l'eau pour faire circuler les toxines, et pour faire circuler et éliminer les choses qui se sont mises en mouvement, qui étaient cristallisées. Et ça, en fait, c'est douloureux. Et pour l'émotion, ça marche pareil. Donc l'idée, c'est de ne pas s'inquiéter quand tu replonges dans une émotion et qu'en fait, tu as l'impression que c'est pire. Parce qu'en fait, tu avais pas mal avant de faire le travail et tu as mal après. Donc souvent on se dit ça sert à rien d'aller remuer les émotions, regarde j'allais très bien globalement quand j'y pensais pas et puis il suffit d'en parler, d'aller remuer ça et en fait j'ai hyper mal du coup. Je me sens super mal, etc. Mais c'est normal en fait. Et je comprends que ce soit inquiétant et inconfortable, mais c'est comme une courbature de muscle, c'est juste normal. Et effectivement, avant de faire du sport,
t'avais pas de courbatures et après le sport t'avais des courbatures, donc avant de faire du sport t'avais pas mal et après t'as mal. Donc tu te dis putain mais c'était pas une bonne idée, mais en fait on le sait que c'est une bonne idée et que au contraire ça veut dire au contraire même plus t'as de courbatures, plus ça veut dire que t'as besoin de faire du sport. Ça veut dire que tes muscles ont besoin de se renforcer, ont besoin de travailler pour soutenir toute ta structure de ton corps tout entier et pour ton bien-être général. Et ben c'est pareil pour l'émotionnel. Si tu as tendance à avoir des douleurs émotionnelles, si tu es très irritable, que tu as beaucoup de colère ou que tu te sens à fleur de peau et que la moindre chose te fait pleurer, ben c'est comme si tu étais dans cette douleur-là, comme si tu avais les muscles tellement... que tu avais laissé tellement tes muscles de côté. Imagine que tu n'utilises plus ton corps. Alors je vois pas comment... Enfin, c'est difficile d'imaginer une vie dans laquelle on toucherait plus à rien du tout, mais... Imagine d'avoir tous tes muscles qui s'atrophient là, bah du coup chaque mouvement que tu vas faire va te faire mal. Et t'auras mal de soulever une tasse pour boire un thé, ça va te faire des courbatures en fait, tellement tu vas être faible si tu atteins un point de faiblesse musculaire à ce point-là. Et clairement, si tu en es au stade où chaque mouvement te fait mal et te fait des courbatures, il est grand temps d'aller faire du sport. Et ben au niveau émotionnel, c'est pareil. Si le moindre petit événement de ta journée peut déclencher de la tristesse ou de la colère, parce que c'est souvent celle-là, les émotions qu'on n'aime pas trop vivre et qui viennent dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si la moindre petite chose qui t'arrive te déclenche des envies de pleurer, des énervements qui te font mal dans le ventre, mal dans les mains, qui te mettent en rage, qui te font devenir rouge, c'est qu'il est plus que temps d'aller t'occuper de ça et d'avoir une hygiène émotionnelle comme tu aurais une hygiène corporelle et musculaire pour avoir un corps sain. Et donc on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Donc l'idée c'est de comprendre qu'il y a une forme de travail émotionnel à faire comme il y a un travail musculaire à faire. Alors après, chacun va mettre le degré d'importance que ça a dans sa vie. Il y en a qui sont très sportifs et qui ont besoin de faire beaucoup de sport, qui aiment ça, à qui ça fait du bien. Il y en a qui en font jamais et qui te disent qu'ils en feront jamais et c'est vraiment pas leur priorité, ils s'en foutent et ils sont quand même en bonne santé malgré tout et qui voient pas l'intérêt d'aller faire ça. Et il y en a qui aimeraient bien mais qui n'ont pas le temps, mais puis ça coûte cher et puis tu sais c'est compliqué et qui vont comme ça avoir plein de barrières à la fois réelles et à la fois réelles, mais qu'en fait par-dessus lesquelles ces personnes pourraient passer. Mais ça demande là pour le coup presque un travail plutôt émotionnel et psychologique, parce que là je dis émotionnel mais psychologique ou énergétique, ça va marcher de la même manière en fait. Comme quand tu apprends quelque chose de nouveau, tu as le cerveau qui fume. Je ne sais pas si ça t'est arrivé de reprendre une formation ou de revenir au format un peu plus banc d'école où tu apprends plein de choses. Quand on était collégiens, lycéens, étudiants, on enchaînait des journées de 8 heures à faire que ça. Et bon, des fois on était fatigués, on en avait marre. Mais bon, c'était notre quotidien, donc on était musclé dans l'apprentissage et d'avoir beaucoup d'informations et d'être assis sur une chaise et d'être relativement passif avec le corps. Et puis finalement, la vie active commence. Alors parfois, on a des boulots qui sont sédentaires, mais malgré tout, il y a plus de mouvement, il y a moins d'apprentissage, enfin aussi au début, mais une fois que tu connais bien ton métier, même s'il y a de la nouveauté, qu'il y a du renouvellement, quand même la grosse majorité de ce que tu as besoin de savoir, tu le sais, et tu perds un peu cet entraînement, on va dire, d'apprentissage. Et si tu dois aller d'un coup faire une formation pour un nouveau truc, le premier soir, enfin moi ça me fait ça en tout cas, je peux m'endormir à 21h alors que d'habitude je suis une couche tard et je sens que ça m'a décalqué parce que j'ai plus l'habitude. Donc c'est vraiment une histoire, voyez ça en fait comme un entraînement. Et du coup, le fait de travailler sur soi, ça fait des courbatures et c'est juste normal. Donc je reprends mon petit exemple de chemin de vie, parce que j'ai encore digressé, mais donc l'idée c'est qu'on part d'un point de départ qu'il va falloir qu'on quitte, parce qu'à force d'être toujours dedans, ça va devenir compliqué, et l'idée ça va être d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. Donc le chemin de vie dans un thème astrologique, c'est un diamètre, on part d'un signe, et l'idée c'est que le cap, le nord de la boussole, c'est le nœud lunaire nord, quand le point de départ c'est le nœud lunaire sud, et le nord c'est vraiment ça, il faut imaginer l'aiguille
d'une boussole qui t'indique ton nord à toi. Et plus tu vas suivre cette direction-là consciemment, parce que sinon, t'as beau avoir la boussole dans les mains, si tu sais pas que c'est le nord qu'il faut suivre, bah tu vas dans n'importe quelle direction en fait. Donc l'idée, c'est de comprendre ça. Après, de quoi le chemin va être jalonné, même si tu suis ton nord, ça veut pas dire que ça va être sans embûche. L'idée, c'est de comprendre ça. Et que ça demande de la discipline, ça demande de faire des efforts conscients, ça demande de l'apprentissage, et qu'en fait tout ça, c'est à la fois douloureux, c'est à la fois effrayant, c'est à la fois fatigant, et en fait c'est juste normal. Et non seulement c'est normal, mais je ne peux que t'encourager grandement à faire ce genre de travail. Moi là je donne l'exemple de l'astrologie, mais on s'en fout, ça peut être d'autres outils. J'en ai d'autres aussi, je travaille pas que avec l'astrologie, ou avec d'autres thérapeutes, peu importe en fait, mais juste de pouvoir, d'avoir conscience que si tu t'occupes de ça, oui ça va faire des courbatures, oui ça va être douloureux, mais en fait sur le long terme, la suite de ta vie va pas être pareille, je t'assure. Je ne peux que t'inviter à prendre conscience de ça à l'écoute de cet épisode-là, que ouais c'est pas simple, et je suis bien obligée de le reconnaître, je vais quand même pas mentir, même moi qui ai l'habitude, bah c'est pas toujours simple, c'est parfois douloureux, mais c'est juste normal, et dis-toi que chaque dossier, cristallisation émotionnelle dont tu te seras occupé, c'est comme si tu libérais les toxines un peu émotionnelles accumulées, et donc ça fait ça de moins dans ton organisme, tu vois. Donc l'idée, c'est que tu seras en meilleure santé émotionnelle, en meilleure santé psychologique, en meilleure santé énergétique, si tu t'occupes de tout ça. Mais ça demande un effort conscient. Et si tu n'as pas conscience de ce processus-là et que c'est normal, bah franchement, tu baisses les bras. Enfin, je veux dire, moi la première, quand tu as l'impression que ça sert à rien, que c'est pire et que tu vois pas l'intérêt au final, tu fais pas. Vraiment, tu fais pas. Donc l'exemple que je donne pour ce fameux chemin de vie, souvent, c'est l'histoire de la langue française et de la langue anglaise. C'est comme si le point de départ, pour chacun de nous, alors il est tous, il y en a 12 différents, si on regarde par l'astrologie, les 12 points de départ, il y en a 12 différents, il y a 12 caps, boussoles différentes, nord de boussoles différents. Donc, le principe est le même, peu importe l'énergie de laquelle on part et celle vers laquelle on va, mais dans l'exemple que je donne, c'est notre nœud sud, notre point de départ, celui qui est dégradé, celui qui finit par nous faire souffrir, mais qui reste une maîtrise qui nous donne des grandes qualités, c'est le français, la langue française. Donc, on s'est incarné en France, puisqu'on avait décidé de boucler la boucle en gros du français, et qu'on s'était dit, tiens, allez, on va aller apprendre l'anglais en partant du français. Donc, on se retrouve à s'incarner en France, qui est le meilleur pays pour être imbibé de français. Voilà, donc c'est parfait. Donc on se retrouve à parler français, tellement qu'en fait on a l'impression que ça fait partie de notre identité. On le dit d'ailleurs, je suis française, d'accord, ou je suis français, j'essaie d'inclure tout le monde. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire, on a l'impression que ça fait partie de qui on est, tellement c'est un comportement ancré et présent depuis longtemps. Exemple, tu n'as pas appris, enfin si tu as appris, mais tu n'as pas de souvenir d'avoir appris à parler français. L'écrire, oui, le lire, oui, tu te souviens peut-être d'avoir dû apprendre à lire, apprendre à écrire, que c'était un peu laborieux, mais pas à parler. Alors évidemment qu'on a appris au fur et à mesure, mais on s'en souvient pas, on était trop petits. Le processus d'apprentissage pour parler une langue et acquérir le vocabulaire, on s'en souvient pas. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, puisqu'en fait on l'a fait sans même s'en rendre compte. Donc on ne sait pas apprendre une langue. Alors on part dans l'idée, dans mon exemple, qu'on n'a qu'une seule langue maternelle. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des parents qui parlent deux langues différentes et qui vont vraiment grandir en apprenant les deux langues et qui vont les maîtriser. Dans l'exemple, on va partir de quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue. Et il faut presque imaginer qu'on conçoit même pas, qu'on sait même pas qu'il y a d'autres manières de parler possibles. Quasiment. C'est un peu caricatural. Oh mince, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ça aura pas fait un gros bruit. Je parle avec mes mains aussi. Donc l'idée, c'est de se dire que voilà, il y a une maîtrise du français et que ça nous définit pas. Ou en tout cas, de parler français ne nous résume pas. C'est pas notre identité en réalité. Et quand je regarde un thème, moi je dis bien aux gens, votre identité c'est votre soleil. C'est pas votre nœud sud, c'est votre soleil. Le nœud sud, ça ne sont que des comportements
réflexes automatiques maîtrisés, mais qui à un moment donné vont être pesants et puis en fait vont devenir inutiles à un moment donné, et il va vraiment falloir, pour que la vie change de... je trouve pas le mot, qu'elle devienne plus légère, qu'elle soit moins lourde, qu'elle s'allège, il va falloir apprendre l'anglais. Donc puisque c'était ça le chemin qu'on avait choisi, parce que bon, quand on utilise l'astro, il faut quand même partir du postulat qu'on s'incarne et qu'on se réincarne. Donc on va partir de ce postulat. On a choisi, en s'incarnant, d'aller vers l'anglais. Donc à un moment donné de notre vie, on va se retrouver confronté de plus en plus souvent à l'anglais, jusqu'au moment où, crac, on va se retrouver en Angleterre. Et là, quasiment, du jour au lendemain, bon, c'est un peu moins radical que ça, en vrai, dans la vie, mais c'est juste pour donner l'ampleur du travail qu'il y a à faire et l'ampleur des courbatures que ça va donner. On se retrouve en Angleterre du jour au lendemain, et là, on se rend compte que quand les gens parlent, on comprend plus rien, alors que jusqu'à hier encore, en France, la question se posait même pas, en fait. Et là, tout d'un coup, c'est pourquoi les gens parlent, pourquoi il y a du son qui sort de leur bouche, et pourquoi ça veut plus rien dire pour moi. Et pourquoi, quand moi je parle, personne ne me comprend. Et pourquoi tout ce que je lis, alors que je reconnais bien les lettres, il n'y a pas de problème, mais ça ne veut plus rien dire. Je vois une suite de lettres qui n'a plus aucun sens, je ne comprends pas ce que je lis, je ne comprends pas ce que j'entends. Quand je parle, on ne me comprend pas. Et là, imagine un peu le chaos de « Ah putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, d'un seul coup, ça ne marche plus. » Et donc, souvent, la déduction qu'on va faire assez facilement, ça va être de se dire « Mais je me suis gourée toutes ces années !» Bah bien sûr que non. Et heureusement que tu as parlé français, étant donné que tu as commencé ta vie en France. Donc heureusement que tu as parlé français et que tu maîtrisais le français. Parce que c'est ça qui t'a fait survivre, c'est ça qui a fait que tu as pu traverser ta vie, que tu as pu nouer des relations, que tu as pu avoir du travail, etc., etc. Donc c'est pas du tout à remettre en question. Le bien fondé et la valeur que ça avait n'est pas du tout à remettre en question. En revanche, continuer à faire ça, à parler français, juste parce que on a toujours fait comme ça et je vois pas pourquoi je ferais pas autrement, ou se dire en même temps pourquoi ce serait à moi d'apprendre une nouvelle langue, ils ont qu'à s'adapter eux. Tu peux, mais si tu attends que tous les Anglais se mettent à parler français pour juste toi, ça marchera pas. C'est à toi de faire l'effort, c'est à toi de faire cet effort-là, et clairement c'est un putain d'effort. Parce que tu pars même pas de zéro. Tu partirais de zéro à la limite. Bon, j'imagine que c'est pas si simple d'apprendre une langue. Mais en partant de zéro, voilà. Mais en partant avec une langue qu'on maîtrise, à chaque fois que tu veux dire un truc, ça vient en français. Et les mots, ils deviennent en français. Et puis pour apprendre un mot, parfois il faut l'avoir lu et entendu 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois avant de t'en souvenir. Et puis s'il suffisait de souvenir que d'un seul mot, mais en fait, il y a tout le vocabulaire à réapprendre. Donc t'imagines un peu l'ampleur. Donc effectivement, ça fait des nœuds au cerveau et ça demande consciemment, quand le français revient comme un réflexe, de contrer ça et de dire attends, il faut que donc la phrase elle est venue en français dans ma tête, il faut que je retourne tous les mots, que j'inverse tout parce qu'avec l'anglais c'est inversé, et que je trouve les bons mots et machin. Donc ça demande un effort d'aller combattre, entre guillemets, son réflexe. Enfin, combattre. Il vient, mais d'accepter de dire ok, je sais que j'ai le réflexe de parler français, mais je sais que pour que ma vie ne se dégrade pas et que ma vie soit plus légère et que ça me permette de m'épanouir, il faut que je parle anglais. Parce que si tu vis en Angleterre et que tu refuses de parler anglais, ta vie va se dégrader. Et c'est pas une punition divine, c'est juste une conséquence d'un choix que tu fais. Comme tous les choix que tu fais, ils ont des conséquences. Et si tu choisis de ne pas parler anglais, tu vas avoir tu n'auras plus de lien avec les gens, ou très peu, très superficiel, ou ce sera rigolo, ou peut-être au début de parler avec des gestes, ou avec des dessins, ou de trouver des moyens de communiquer, comme quand ça dure 1 semaine ou 2 en vacances, c'est rigolo. Mais quand plus rien ne fonctionne, quand tu peux plus allumer la radio, lire un livre, que tu peux même pas demander ton chemin, du coup va trouver un boulot toi quand tu parles pas la langue. Et donc en fait ta vie va s'appauvrir parce que tu vas devenir précaire, parce que tu n'auras pas de boulot ou pas de boulot stable, que tu vas pas pouvoir avoir des relations qui vont être enrichissantes, etc., épanouissantes. Et ta vie va se dégrader. Mais c'est pas une punition, c'est juste une conséquence logique. Là, ça paraît assez logique et assez évident, haha, mon mot favori, parce qu'on voit bien que si tu t'acharnes à parler en français en Angleterre, ça va mal se passer ta vie en fait, et que ça n'a rien à voir avec toi. Ça veut pas dire que t'es un gros nul, une grosse nulle, et qu'il y a rien qui vaut la peine, mais parce que là c'est assez évident et c'est assez clair.
Mais là, moi, je te parle d'enjeux émotionnels et d'enjeux inconscients. Donc forcément, quand tu es en proie à ces trucs-là, plus rien n'a de sens en fait, quand tu te retrouves dans un moment comme ça, émotionnellement parlant, où il n'y a plus rien qui marche. C'est hyper compliqué, c'est hyper flippant, c'est hyper frustrant. Et de comprendre qu'il y a une vraie solution dans le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça va te demander un effort, et plus d'une fois. Ça va te demander de la persévérance, ça va te demander de l'engagement, ça va te demander de l'investissement, et de l'investissement en temps, en énergie, peut-être en argent si tu te fais accompagner, mais c'est de l'argent, là c'est vraiment de l'investissement, c'est comme pour le sport, c'est-à-dire que si tu dois faire de la rééducation, que parfois avec des coachs sportifs, tu arrives à faire des trucs que tu n'aurais jamais récupérés si tu n'avais pas fait ça, donc c'est du vrai investissement. Investir sur soi, son temps, son énergie, potentiellement son argent. Après, ça peut être à différents degrés, ça peut être déjà en s'achetant un livre, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des milliers d'euros, encore que, à des moments, pourquoi pas, tu vois. Peu importe, c'est pas une histoire de somme, c'est pas une histoire de temps. Y a des gens qui vont avoir plus de résultats en prenant 5 minutes et en s'étant acheté un livre et en étant impliqué et en appliquant ce qu'il y a dans le livre, en prenant réellement ces 5 minutes pour changer des petites choses dans sa vie. Ces gens-là, ils vont potentiellement avoir plus de résultats que des gens qui vont se prendre je vais prendre 2 extrêmes, des coachs à des prix incroyables, en y passant 2 années entières, mais presque en voulant résoudre le problème une bonne fois pour toutes et puis s'en occuper, ça marchera moins parce que l'implication va pas être la même, ou parfois juste d'avoir payé cher et parfois les gens ont peut-être l'impression qu'on va faire le boulot pour eux, mais tu peux payer très cher un coach sportif, tu vas quand même faire muscler tes petits abdos toi-même parce que sinon ça marchera pas en fait, personne pourra le faire à ta place. Par contre, on peut t'accompagner. Et le travail émotionnel, c'est exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce processus-là pour pas baisser les bras devant l'obstacle qui paraît insurmontable. Et en vrai, ça paraît insurmontable. Si t'as pas cette explication-là, si t'as pas cette conscience-là, franchement, tu baisses les bras. Hein. Et il y a de quoi, parce qu'il y a quelque chose de... Tu vois, quand tes comportements reviennent comme un réflexe, tu te dis, putain, mais ça sert à rien, en fait, je fais plein d'efforts, ça sert à rien. Mais c'est pas parce que le français continue de te venir en tête que t'es pas en train de t'améliorer en anglais. Et peut-être que oui, tu maîtriseras jamais autant l'anglais que tu maîtriseras le français. Mais parler un anglais médiocre, moyen, mauvais, sera toujours plus bénéfique si tu es en Angleterre que de parler un français impeccable. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue en fait. Accepter d'être en apprentissage, accepter d'avoir des courbatures, accepter que ça demande des efforts, ou rester en fait dans ces anciens schémas, mais clairement les conséquences vont être de la souffrance. Alors au début ça va, parce que comme je disais au début, c'est de la souffrance connue. Donc on sent moins les courbatures, on sent pas toute l'énergie que ça demande. Mais n'empêche qu'il y a une forme de souffrance qui s'installe. Donc j'espère que tu vois un peu ce parallèle-là et que ça te parle. Je vais essayer de pas faire un épisode trop long. Je crois que je suis déjà... oh la vache, ouais, j'ai déjà dépassé les 30 minutes. J'ai encore eu un souci de micro. Il y a un petit problème avec mon micro, il va falloir que je résolve ça parce que du coup je suis un peu paumée dans le temps. Bref. J'ai déjà débordé et je continue de digresser. Donc, juste dernière chose sur les petites cartes que j'ai prises pour cet épisode. J'ai pris la carte du pendu dans le tarot. Et donc, l'illustration de mon jeu, c'est une jeune femme. Alors, c'est rigolo parce qu'elle a les fesses et le haut des cuisses dans un bandeau, dans un sorte de ruban. Et en fait, elle a les fesses dedans comme un hamac. Et elle pend, t'iras voir sur Instagram si tu veux, elle pend la tête en bas en fait avec les fesses dans cette espèce de hamac là. Et en fait, elle a les bras en arrière et elle accroche ses pieds. Et vraiment, elle est comme pendue par le bas du dos, par les jambes et le bas du dos et les fesses. Et en fait, elle pend de manière inversée, là, avec le dos tout cambré dans ce hamac. Et ça me fait sourire parce que cette semaine, j'ai fait du yoga aérien et on a fait un peu cette position-là. C'est assez rigolo. Bref, donc le pendu, l'idée, c'est... là, en fait, elle a la tête en bas. Et pour moi, le pendu, c'est aussi d'apprendre à voir les choses autrement. Et la carte est verte foncée et il y a une espèce de grande lumière comme un soleil jaune qui flamboie au niveau de sa tête, comme si en fait le fait de se retourner et de se mettre la tête à l'envers et finalement de regarder les choses sous un angle complètement inversé apportait une certaine lumière.
Et l'autre carte que j'ai pris dans l'oracle de Johanna, c'est la conscience. Et c'est je m'élève et j'élève mes vibrations. C'est pas la première fois que je le laisse celle-là. Et c'est l'inverse. Elle est toute jaune et il y a juste le centre qui est vert. Et l'autre, elle est verte et il y a le centre qui est jaune. C'est vraiment hallucinant comme les cartes se répondent. La majorité du temps, c'est assez incroyable. Et donc là, on voit vraiment cette histoire de conscience. Il y a l'huile de l'infini, il y a un peu des petits points partout, comme si les vibrations et tous les points sont vers le haut en fait. Et on voit qu'il y a un mouvement qui va vers le haut. Et cette espèce de fleur verte, on dirait, enfin moi ça m'évoque un lotus. Je sais pas si c'était ce qu'elle avait l'intention de dessiner, mais et le lotus, c'est vraiment cette ouverture de la conscience, c'est aussi un peu le chakra coronal et toute cette ouverture à d'autres dimensions, à plus grand que soi, à vibrer plus haut. Et pour vibrer plus haut, je crois fondamentalement... Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt. Donne des courbatures, demande des efforts, de la persévérance, de l'implication, que c'est pas facile, que c'est normal, que tu peux te faire accompagner et que je ne peux que te conseiller, peu importe le domaine auquel tu penses, de t'entourer et de persévérer et de ne jamais oublier en fait le pourquoi au départ et l'intérêt à long terme, parce que à court terme, pas aller faire du sport après avoir eu des courbatures, ça permet au corps de se reposer et aux courbatures de passer et on a pas mal. Mais en fait les courbatures vont durer plus longtemps que si t'étais allé au sport. Donc n'oublie pas en fait le bénéfice à long terme qui a quelque chose d'ingrat parce que sur le moment, on le voit pas. Et il arrive petit à petit et en fait tu vas t'en rendre compte des années après en mode waouh, c'est moi ou ça a plus rien à voir depuis que je me suis mis au sport. J'ai l'impression que plus rien n'est pareil dans ma vie quotidienne. C'est pas une impression. Et le travail émotionnel, énergétique et psychologique, c'est pareil. Donc je ne peux que t'inviter à ta manière, avec l'implication que tu peux, mais juste déjà d'en avoir conscience. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. Ce sera avec plaisir que je recueillerai tes impressions ou ton témoignage ou que je pourrai répondre à tes questions si tu en as. Merci beaucoup de ta fidélité et de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.